Bonsoir et merci de suivre ce 23h. Voici les titres. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, est arrivé ce soir en Côte d'Ivoire. Il a regagné Abidjan après 2 semaines de mission au Brésil et aux États-Unis. Dans ce journal, il s'exprimera sur les retombées de sa mission pour le pays. Le jeune Prosper Kamboussi est de retour en Côte d'Ivoire. Il revient d'Italie où il a reçu des soins. Prosper Kambou souffrait d'une tumeur maxillofaciale. Il a pu effectuer son voyage grâce au gouvernement à travers le ministère de la Solidarité de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Les Libériens étaient aux urnes ce mardi pour départager les candidats Georges Weah et Joseph Boakai. Les décomptes ont démarré dans le pays après la fermeture des bureaux de vote ce soir. Merci de suivre ce 23h. Après 2 semaines de mission au Brésil et aux États-Unis, le vice-président de la République a regagné ce soir Abidjan. Daniel Cablon-Duncan a mis à profit son séjour pour s'inspirer des modèles de ces 2 pays en matière respectivement de lutte contre la faim et de transformation du cacao. À son arrivée, le vice-président ivoirien est revenu sur les retombées de sa mission pour la Côte d'Ivoire. On l'écoute. Il se trouve qu'il y a des chances que le centre régional de lutte contre la faim soit installé à Abidjan dans le cadre d'une réunion qui va se tenir ici à la mi-février 2018. Il est possible que le PAM et la FAO décident l'installation de ce centre. Et c'est en prévision de ça que le président de la République a demandé de voir ce qui s'est passé au Brésil, parce qu'ils ont le plus grand centre de lutte contre la faim au Brésil. Et nous sommes allés voir donc ce centre qui est connu depuis de longues années et qui a des performances particulièrement fortes. À titre d'information, il y avait donc en 2003 37,1% de la population qui était, disons que, frappée par la malnutrition. Ils sont en 2012 à 6,7%, donc un progrès extraordinaire. 28 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté sur une population donc autour de 200 millions, 192 millions nous a-t-on donc donné à cette période là-bas. Donc c'est un exemple qui a été très très important et nous souhaiterons bien sûr dupliquer ça ici. Donc la deuxième étape c'était Harrisburg, voir la société Hershey, qui est une société de transformation du cacao. Les décisions sont qu'ils vont commencer à s'approvisionner en Côte d'Ivoire en produits semi-finis. Ils ne vont pas s'installer directement ici, mais vont acheter des produits semi-finis au lieu du cacao. Ce qui va permettre donc aux autres sociétés qui sont en place de produire davantage. Ils pourraient aller jusqu'à 50% de leur approvisionnement ici au niveau de la Côte d'Ivoire d'ici 2020, quelque chose donc d'important pour nous. Dernière étape, c'était Atlanta, avec l'ambassadeur André Young. Là aussi, il y a 2 points importants. D'abord, la production de ce qu'ils appellent mise en place d'un système intégré de production de poissons et de produits maraîchers. Ils peuvent le produire hors sol et ça permet l'approvisionnement donc des villes. Vous savez que nous avons des déficits importants en matière donc, de poissons au niveau de la Côte d'Ivoire. Je crois que sur les 300 000 tonnes qu'on consomme, il y a à peu près 200 000 tonnes qui sont donc importées. Donc on doit pouvoir les produire dans l'aquaculture, etc. Donc là aussi, ça a été vu avec eux. Ils ont une mission donc en début 2018 qui viendra ici pour faire les essais. On a fait aussi une possibilité d'un partenariat avec l'université Emory. C'est la 21e université américaine au niveau des classements, est spécialisée surtout dans le domaine de la santé et qui pourrait donc appuyer donc, cette université à mettre en place des formations particulière dans le domaine de la santé. Parlons défense, 29 marins admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été décorés à la base annexe de la Marine nationale. C'était à l'occasion de la 16e édition du Farewell. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, présent à cette cérémonie de décoration, a pour sa part reçu la médaille de l'Ordre du Mérite maritime. Herman Guivi. La tradition, une fois de plus respectée à la Marine nationale, honorer les marins admis à faire valoir leurs droits à la retraite, un respect et une profonde considération qui leur sont rendus pour service rendu à la nation à l'occasion de la 16e édition du Farewell 2017. Le Farewell, cette cérémonie de distinction instituée en 2001 par les marins encore en activité et qui se donne pour objectif de célébrer de façon solennelle leurs collègues en fin de carrière. Présent à cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Respect et honneur pour ces hommes de foi et de devoir. Chers frères, dames retraités, vous nous quittez physiquement,
Mais sachez que les portes de la Marine nationale resteront ouvertes pour vous et c'est avec joie que vous y serez toujours accueillis. La Marine nationale que vous quittez à un moment important de son histoire a aujourd'hui fière allure. Et c'est grâce à l'appui et à la vision politique de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, qui a permis aux marins de goûter à nouveau aux délices du métier des hommes de la mer. Pour votre total dévouement au service de la Marine nationale et des armées, je proclame haut et fort la satisfaction du commandement de la Marine nationale et je vous félicite solennellement. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a salué la fidélité dont ont fait preuve ces hommes dans l'exercice de leur mission. Pour ces hommes, c'est une nouvelle vie qui commence. Il faut cesser de voir la retraite comme une sanction, comme une fin, car tout le monde n'a pas la chance d'aller à la retraite avec le respect et la considération de sa hiérarchie et de sa corporation. Vous avez servi votre pays, votre drapeau. Vous avez servi votre corps, l'armée, la marine. Et aujourd'hui, vous allez au service de votre propre famille, de vous-même. La retraite, bien méritée, doit être une grande allégresse, une grande joie, une grâce divine. 17 autres marins ont été gradés au rang d'officier de l'ordre du mérite maritime, chevalier de l'ordre du mérite ivoirien. À l'occasion du Farewell 2017, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a été décoré au titre de commandeur de l'ordre du mérite maritime pour ses actions positives en faveur de ce corps de l'armée ivoirienne. La Cour d'assises a condamné à 20 ans de prison Hubert Oulaye, ancien ministre de la fonction publique sous le régime de Laurent Gbagbo. Hubert Oulaye a été déclaré coupable de complicité de meurtre de 7 casques bleus de l'ONUCI et de 8 civils tués dans une attaque à l'ouest de la Côte d'Ivoire en juin 2012. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement d'élèves commissaires, officiers et sous-officiers de police session 2017 que les résultats définitifs des 10 concours sont disponibles et peuvent être consultés sur le site de la Direction des examens et concours. On s'intéresse à l'industrie des mèches. Elle renferme aussi bien les usines de mèches synthétiques, les salons de coiffure, que le négoce des cheveux humains. Ce sont en moyenne 40 millions d'unités de mèches qui sont produites chaque année en Côte d'Ivoire. Une production assez suffisante pour satisfaire la demande nationale en tissage, tresse et autres curling. Nos reporters Didier Nguessan et Christelle Menon nous conduisent dans cet univers où le fric côtoie le chic. Tout le monde porte les mèches, tout le monde fait des perruques. On ne peut pas pratiquer la coiffure sans les mèches. Dans la droite, c'est du naturel et dans la gauche, c'est synthétique. Pour une boîte comme ça, on va dire dans les 300 000. Je les ai posées une fois, je les ai enlevées, je les ai lavées, je les ai reposées, mais elles sont toujours aussi belles. C'est parce que les femmes veulent être belles. Elles continuent à vouloir être belles et c'est tant mieux pour nous. Coquette à l'ivoirienne, c'est presque inconcevable sans une tignasse nattée, tressée, tissée ou lissée. Ces tissages, postiches, mèches ou perruques, des armes de séduction pour lesquelles la plupart n'hésitent pas à mettre la main au portefeuille. L'ivoirienne, comme l'africaine en général, dépense beaucoup, et énormément, pour l'entretien de son image capillaire. En 2015, les Africaines ont dépensé près de 3 200 milliards de francs CFA. C'est le produit intérieur brut du Niger en 2013, un business luxuriant qui n'est pas prêt de se laisser tondre. Il faut qu'on fasse des couleurs pour que les femmes qui veulent avoir du rouge puissent avoir, les femmes qui veulent avoir du bleu puissent avoir. On va essayer le bleu. Cette usine de fabrication de mèches synthétiques sort en moyenne 4 nouveaux produits par mois. Il faut compter environ 1 mois, de la conception à la mise en vente, en passant par le test. Avant de mettre un produit sur le marché, on s'entoure de spécialistes de la coiffure, les tresseuses, les coiffeurs, pour leur demander leur avis. Comment elles trouvent nos produits? Est-ce qu'ils sont assez souples? Est-ce qu'ils sont assez ondulés comme elles le souhaitent? Les modèles ne vivront sur le marché que 6 mois, voire 12, s'ils ont convaincu. Faut se le dire,
Côté mèche, l'Ivoirienne a l'embarras du choix. Le marché est inondé de fibres capillaires de toutes matières et de toutes origines. On voit souvent des mèches synthétiques, mais où il y a marqué Human Hair ou Natural Hair. On a imaginé à un moment donné faire la même chose, mais on ne peut pas se le permettre. Si on met de fausses inscriptions, ça va nous nuire à la fin. On n'est pas de passage avec des produits naturels ou pas pour quelque temps. L'usine emploie quelques 250 petites mains et travaille avec près de 8000 salons de coiffure recensés sur toute l'étendue du territoire national. Dans sa chaîne de distribution, elle vise l'export, mais ne néglige pas les grossistes locaux, un maillon crucial qu'elle dispute avec un autre fabricant local. Alassane Diarra est un de ces grossistes. Son magasin ne désemplit pas. La grande partie des mèches ici, peut-être à 70%, sont carrément synthétiques. Mais vu certaines clientes qui veulent forcément les mèches naturelles qui sont importées, donc on en fait un tout petit peu aussi de naturel quand on vend. Par mois, Alassane achèterait en moyenne 5000 paquets de mèches aux 2 usines de fabrication locales. Sur la même période, il importerait de l'extérieur 250 paquets, pour un bénéfice moyen total de 200 000 francs CFA. C'est un minimum. Autre maillon de distribution, avant d'atteindre notre coquette ivoirienne, le salon de coiffure. Un maillon facultatif, mais qui tire de plus en plus ses bénéfices de la vente des mèches. Sally a même ouvert une boutique de mèches au-dessus de son salon de coiffure. Elle admet réaliser plus de marge sur les paquets de mèches importés qu'elle fait venir de la Chine ou qu'elle ramène lors de ses voyages à l'étranger. L'idéal, c'est que les clientes prennent des mèches ici parce qu'en plus de la prestation, on a une marge aussi sur la mèche. D'autres salons de coiffure ne font que dans les mèches importées. Un type d'extension capillaire de plus en plus prisé, les mèches humaines. Elles ont fait leur entrée en Côte d'Ivoire vers 2006. Moyer s'est lancée dans ce business en 2010. La jeune dame les vendait alors à bord de son véhicule. Aujourd'hui, elle possède 3 boutiques salons de coiffure dans la ville d'Abidjan. Avec, je me rappelle, 400 000. J'ai passé ma première commande de mèches et c'est les 400 000 qui tournent jusqu'à aujourd'hui. Elle ne dira rien sur son chiffre d'affaires actuel, mais nous apprend qu'elle achète principalement ses Human Hair en Inde, mais aussi au Pérou, au Cambodge ou au Brésil. Des voyages réguliers à la recherche des Black Diamonds. Par mois, minimum 1 fois, sinon 2 fois. Et en période de fête, 3 fois même dans le mois. L'industrie des Human Hair, silencieuse sur ses chiffres comme la croyante en prière, qui vient offrir ses cheveux à Shiva, Vishnu ou Murugan, en échange d'une vie plus confortable ou d'une meilleure santé. De ces temples partent près de 25% des 500 tonnes de cheveux que l'Inde exporte. Les 75 autres % sont directement vendus par les particuliers. Les prix varient entre 50 000 et 300 000 francs CFA le kilo. Et les mèches sont revendues par boule de 100 grammes. À Abidjan, les prix de moyer vont de 35 000 à 200 000 francs CFA la boule. Il y a différentes qualités de cheveux pour que chaque client puisse acheter selon sa bourse. La jeune dame revend 600 paquets de mèches par mois et voit passer dans son salon une 50aine de clientes chaque jour. Je préfère les mèches naturelles. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus soyeux, c'est plus joli à voir. L'Africaine dépenserait 9 fois plus pour ses cheveux que les femmes des autres continents. Une dépense sur laquelle repose l'avenir de l'industrie des mèches humaines et synthétiques. Il s'annonce déjà radieux, car la coquetterie s'apprend très tôt sur le continent. En économie, une centaine de contrôleurs budgétaires ont renforcé leurs capacités en matière de gestion des finances publiques. C'est une initiative de la Direction générale du budget et des finances qui mise également sur des mécanismes novateurs. Mama Traoré. Ce sont au total 109 agents de la Direction du contrôle budgétaire qui ont vu leurs capacités renforcées sur plusieurs thématiques, notamment la méthodologie de rédaction du rapport spécial du contrôleur budgétaire, les principales étapes de la passation des marchés publics, la présentation et l'analyse du compte financier de l'agent comptable. Avec ces rudiments, les contrôleurs budgétaires sont désormais outillés pour une meilleure gestion des finances publiques, une réforme portée par la Direction générale du budget et des finances. J'exhorte l'ensemble des contrôleurs budgétaires à persévérer dans l'effort en vue d'un contrôle budgétaire plus performant pour une meilleure gestion des finances publiques. La réforme de la gestion des finances publiques implique également la dématérialisation des procédures des marchés publics.
c'est-à-dire informatiser l'ensemble des opérations permettant la passation et la gestion des marchés publics. Cette innovation va entraîner plus de célérité dans les échanges d'informations, une réduction des coûts, une meilleure absorption des crédits budgétaires et le renforcement de la transparence. Encore en phase expérimentale, la dématérialisation des procédures de marché public serait effective à compter du 1er janvier 2019. La maison du vivre ensemble va être bâtie dans la ville de Biancouma. Elle servira à régler les conflits fonciers et d'autres formes de crise communautaire auxquelles est confrontée depuis quelque temps la région du Tonkui. Les travaux de construction ont été lancés récemment par le ministre Mariatou Kone. Mamadou Kwasi. Sur ce site sortira dans quelques mois un bâtiment neuf, une infrastructure qui va servir de cadre de rencontre et de règlement de conflits communautaires dans la région de Tonkui. Ce futur centre multiethnique de médiation et d'arbitrage, baptisé la Maison du Vivre Ensemble, va coûter la somme de 50 millions de francs CFA à l'État ivoirien. La ministre Mariatou Kone, initiatrice de ce projet, soutient que cette maison va permettre aux différents chefs de communauté de prévenir les conflits dans le département de Biancouma, mais au-delà, dans toute la région du Tonkui. L'objectif principal, c'est vraiment la prévention des conflits en Côte d'Ivoire, faire en sorte que la cohésion sociale et la stabilité règnent sur l'ensemble du territoire. C'est pour cela que les chefs de village, de communauté, de canton sont nos partenaires dans cette œuvre-là. Ils sont pour nous des vecteurs de cohésion sociale, des vecteurs de paix. Au nom des chefs de village et de communauté, le chef de canton de Biancouma, Louati Soumaoro, a exprimé la satisfaction du peuple d'An et de l'ensemble de la communauté. Il affirme que cette maison du vivre ensemble leur permettra de jouer pleinement leur rôle de régulateur de paix. Cette maison vient tout simplement emboîter le pas, faire en sorte que cette collaboration avec le peuple Yakuba et les autres peuples habitants de la zone de Biancouma soit une zone de paix, une zone de stabilité, parce qu'il faut la stabilité dans le pays pour que le développement vienne. Cette maison arrive après celle réalisée à Boguébia, dans le département d'Issia. Les différents intervenants ont exprimé leur gratitude au gouvernement et surtout à la ministre Mariatou Kone, qui a annoncé l'ouverture prochaine d'une antenne de l'Institut de formation et d'éducation féminine à Biancouma. On reparle de cohésion sociale, cette fois dans le département de Mbengue, à 75 km de Korogo, où la paix est de retour après les affrontements entre les populations de la sous-préfecture de Katiali et celle de Mbengue, chef-lieu, du fait d'un conflit foncier. En présence d'une mission du médiateur de la République, ces populations se sont engagées à consolider la paix. Eugène Atoubi. Devant la sous-préfecture de Katiali, ils expriment leur fierté de s'être à nouveau accordés sur les modalités de retour à la cohésion sociale et la paix. Ce sont les représentants des populations de Katiali et de Guinée-Madala, quartier de Bengue, acteurs aussi de conflits ayant opposé les deux parties à propos des terres cultivables de Kwala, localité qui administrativement dépend de la sous-préfecture de Katiali. Depuis le 12 mai, date de signature des accords, les 10 points d'accord ont été respectés. Les personnes ne devaient pas faire de nouveaux défrichages. Ils ont compris, chacun est resté à sa position. Tout dernièrement, il y a 51 personnes qui sont venues aider à récolter le coton des Sana. Comment on peut faire parler avec des gens? Aujourd'hui, les différents Vogo, entendez campements en langue assénoufo, se sont repeuplés. La vie y est normale et les propriétaires mènent tranquillement leurs activités pastorales ou champêtres, comme ici à Bema Vogo, où cet ancien de Guerpi, fier de montrer son coton récolté et entreposé, le temps qu'ils le vendent à la coopérative de Katiali. À l'épreuve du terrain, les points d'accord sont globalement respectés. Je dis bien globalement, même si il y a quelques petits points sur lesquels il y a des divergences. La seule solution, c'est véritablement de faire les délimitations. Lorsqu'on veut engager le processus de détermination, de délimitation, on est confronté à la résistance même des villageois qui n'arrivent pas à s'accorder, même si l'État, dans le processus de la mise en place de la loi, a créé des comités villageois de gestion foncière. Tous les acteurs du conflit, directs ou indirects, lors d'une réunion à la préfecture de Mbengue, ont pris l'engagement devant l'envoyé du médiateur de la République et les autorités préfectorales de consolider les acquis et promouvoir la paix entre Mbengue et Katiali. Si cette disposition augure de bonnes perspectives pour la paix, il n'y a que le point 3 du protocole d'accord relatif au Tardane. Droit coutumier payé pour une terre occupée en pays sénoufo constitue toujours un point d'achoppement.
sans doute le plus gros défi à relever pour le retour à une paix totale et définitive entre les frères de Katiali et Mbengue. Il était en Italie pour soigner une tumeur maxillo-faciale. Le jeune Prosper Camboussier est de retour en Côte d'Ivoire. Son voyage a été possible grâce au ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant qui s'inscrit dans la politique du gouvernement, celle d'apporter une assistance aux personnes vulnérables. David Soyo, Franck Diou. Accolade entre Prosper et la représentante du gouvernement. Visiblement surpris de l'accueil, ce jeune homme de 19 ans est toutefois ému de retrouver sa terre natale après 1 an et demi passé en Italie pour des soins. Prosper souffrait d'une tumeur maxillo-faciale. Je suis arrivé en Italie le 7 octobre 2016. Donc quand je suis arrivé, le 10 octobre, je suis rentré à l'hôpital Pascal de Naples. Donc ils ont commencé le même jour, ils ont commencé les examens. Dieu merci, la maladie n'est plus là. Coût de l'intervention, environ 21 millions de francs CFA. Cette prise en charge médico-sociale complète a été possible grâce à la coopération italo-ivoirienne. Aujourd'hui, M. Sié Prosper Cambou a la possibilité de reprendre la vie, comme vous l'avez constaté. Il a 19 ans aujourd'hui. Il est même déjà inscrit au centre technique de Benoît en option électricité générale. Donc c'est pour dire qu'il y a encore des chances à donner à beaucoup d'enfants qui désespèrent. Triste parce que c'est une maladie très grave et chanceuse parce qu'il a vu changer sa vie grâce à une rencontre. C'est la rencontre avec Laolius Unvoa pour Padre Pio qui s'est pris soin de lui, qui grâce à la contribution, à la coopération de beaucoup d'Italiens, des familles italiennes, mais aussi d'institutions italiennes. Le président de l'ONG Une Voix pour Padre Pio et tuteur de Prosper a exhorté les personnes de bonne volonté à soutenir de plus en plus les malades victimes de tumeurs. On a compris que derrière ce visage gonflé comme un ballon, il y avait une personne. Mon souhait, c'est que demain, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y en a des autres cas comme ça, qu'on ne va pas s'arrêter à regarder la première image, mais on va réfléchir que derrière ce visage, il y a une personne. Il reste encore à Prosper des opérations de chirurgie plastique pour refaire son visage. Le lundi dernier, un autre départ a été enregistré pour l'Italie, celui de Maël Chriscofi, âgé de 18 mois, atteint d'un cancer à l'œil gauche. Au total, une dizaine de personnes vulnérables ont bénéficié de la prise en charge complète du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Toujours dans la page santé de cette édition, des chefs d'entreprise vont le secours des enfants malades du cœur de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Plus de 50 millions de francs CFA ont été mobilisés lors du gala annuel du Club des hommes d'affaires musulmans Côte d'Ivoire, le Chamsi. Parga Sorokoni. Centre hospitalier et universitaire de Tracheville. Dans cette salle pédiatrique de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, Drissa, 5 ans, et Eli, 9 mois, souffrent de malformations cardiaques congénitales, une maladie qui les empêche de vivre aisément comme les enfants de leur âge. Selon les spécialistes, ces enfants ont nécessairement besoin d'opérations chirurgicales pour espérer un jour jouer et aller à l'école. Là, vous avez pu voir 2 enfants. Il y a l'un d'eux qui souffre d'une maladie qu'on appelle tétralogie des phallos. C'est une maladie dans laquelle le sang n'arrive pas bien dans le poumon pour être oxygéné. Et donc, vous avez pu le voir, l'enfant est bleu. Et cet enfant que vous avez vu, qui a 5 ans, a présenté déjà un accident vasculaire cérébral hémorragique. C'est une des conséquences de la maladie. Si l'enfant avait été opéré plus tôt, on n'en serait pas là. Entre 2 et 6 millions de francs CFA, une opération chirurgicale jugée coûteuse. Les parents inquiets sollicitent l'aide de personnes de bonne volonté. Quand je vois l'enfant comme ça, vraiment, ça me fait très mal. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour le sauver. Si on a eu les gens pour nous aider là, ça va me plaire. Sinon, je sais même, je n'ai pas 5 francs pour faire encore. L'enfant doit subir une opération. On sollicite les bonnes volontés pour nous venir en aide pour l'opération. Parce que bon, c'est une opération qui coûte excessivement cher. Le cri de cœur entendu par le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi, responsable, membre et partenaire de cette structure islamique, à l'occasion de leur 4e dîner gala de bienfaisance, ont mobilisé plus de 50 millions de francs CFA. Objectif, voler au secours des enfants malades du cœur. C'est des cœurs qui ont besoin d'être soulagés. Ces enfants sont très souvent dans des milieux très difficiles. Donc ils ont besoin de nous. L'homme d'affaires, ce n'est pas seulement compter des dividendes,
c'est aussi poser des actes. Ce dîner gala de bienfaisance a bénéficié du soutien des membres du gouvernement et de la présence du général Abdoulaye Coulibaly, parrain de cette cérémonie. L'édition 2016 avait elle aussi mobilisé plus de 50 millions de francs CFA et a permis de doter le service de néphrologie pédiatrique d'appareils de dialyse ultra modernes. La journée nationale de l'excellence et du mérite a été célébrée ce 21 décembre à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Les différents artisans de l'établissement ont été récompensés lors de cet événement présidé par le ministre du Plan et du Développement Kabaniali. Le reportage est signé Nadia Eja et Chekoni. L'excellence était au cœur de cette cérémonie. Les anciens directeurs, les associations d'étudiants et 19 jeunes filles lauréates du concours d'entrée à l'UNCA ont été distinguées. Cette journée de l'excellence et du mérite, c'était pour reconnaître le travail et le mérite de l'ensemble du personnel de l'UNCA, personnel administratif, technique et enseignant de l'UNCA qui a été distingué. La rigueur et la recherche de l'excellence sont des valeurs qui se sont transmises de génération en génération pendant ces 56 années d'existence de l'école. Kabaniali, ministre du Plan et du Développement durable, a félicité le directeur et tout son personnel pour le travail abattu. Elle a par ailleurs salué les initiatives visant à encourager les jeunes filles au métier de statisticien. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les performances et même lorsque nous regardons ceux qui ont été récompensés à travers donc, les différents prix qui sont passés, les filles occupent une bonne place. Une campagne de sensibilisation sera entreprise à partir de janvier 2018 dans le cadre de cet appel. L'objectif est de passer d'un taux de présence des filles qui est de 20% aujourd'hui à 50% d'ici à une dizaine d'années. Sous d'autres cieux au Libéria, le dépouillement a commencé. Les bureaux de vote ont fermé à 18h temps universel. Plus de 2 millions d'électeurs étaient invités ce mardi à choisir le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf. Ce sera forcément entre l'ex-star du football George Opongo-Weah, donné favori, et le vice-président sortant Joseph Boakai. Je vous propose de revivre cette journée de vote avec notre envoyé spécial Gabriel Zani. Les Libériens ont voté ce mardi avec un mois et demi de retard sur le calendrier initial pour déterminer le vainqueur de la présidentielle qui met face à face George Weah et Joseph Boakai. J'espère des meilleurs résultats pour un meilleur Libéria, pour l'avenir de mes enfants et aussi pour moi-même. L'élection se passe bien, tout est OK. Je pense que tout se passe comme prévu. Les longs recours juridiques, l'attraction des fêtes de fin d'année suscitées par la date de scrutin ont eu raison de ce deuxième tour. Une démobilisation de l'électorat visible dans les bureaux de vote. Mais cette participation moyenne n'a pas ôté le désir des Libériens de voir l'échéance se dérouler dans la transparence. Je veux une élection transparente, libre et équitable pour que le Libéria soit en paix. La paix et la transparence dans cette élection, ces vœux des Libériens, les observateurs, ont pu les constater sur le terrain. Nous pensons que les élections se déroulent très bien. Et d'ailleurs, ce que nous avons comme impression, c'est que les Libériens sont en train d'exprimer leurs responsabilités. Parce que partout où nous sommes passés, c'est dans la tranquillité et dans la paix que les uns et les autres vont pour exprimer leurs choix. Ce que nous avons vu est très bon, calme et professionnel. Pour plus de transparence, les listes des électeurs sont affichées dans chaque bureau de vote. Seuls les inscrits ont le droit de voter. Cette fois, les dispositions sont prises pour éviter les épisodes de recours. Initialement prévu le 7 novembre, le second tour avait été suspendu par la Cour suprême à la suite de recours de Charles Brumskim, le candidat arrivé troisième au premier tour le 10 octobre. Alberto Fujimori, l'ancien homme fort du Pérou, a demandé pardon aujourd'hui pour les actes commis par son gouvernement entre 1990 et 2000. Il avait été condamné à 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité et a bénéficié dimanche d'une grâce humanitaire dont l'annonce a engendré des manifestations lundi soir.
plus de 5000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale Lima pour protester contre cette décision et exiger la démission de l'actuel chef de l'État, Pedro Pablo Kuczynski, auquel elle reproche d'avoir négocié cette mesure à des fins politiques. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur RTI 1. Bonne fin de soirée.